Delegierte, Mesdames et Chers Messieurs, délégués, cari amici, liebe Astag-Familie. chère famille Astag, je vous souhaite une cordiale bienvenue à l'Assemblée des délégués de 2021. C'est une première pour moi qui suis votre nouveau président central, aussi bien que pour l'Astag, d'avoir une réunion numérique, une e-assemblée pour ainsi dire. Alors pour commencer, je tiens à vous remercier car la branche des transports et de la logistique a accompli depuis le début de la pandémie, a accompli donc une tâche gigantesque car malgré le confinement, le transport des marchandises a fonctionné. Les étagères dans les magasins étaient toujours remplies, ce qui était évidemment très important pour la population. La Suisse n'était jamais à l'arrêt et vous, mesdames, messieurs, avez fourni une contribution importante pour que ce soit possible. Je passe au deuxième point, la collaboration avec la STAG. Depuis que je suis au DTEC, j'ai un excellent échange avec votre comité. C'était déjà le cas avec le conseiller national Am Stutz. C'est encore le cas avec le conseiller aux États, M. Burkhardt. Nous avons donc discuté de la RPLP, de la suite à lui donner, par exemple concernant les fourgonnettes. Nous avons eu des entretiens très constructifs. C'est vraiment la manière qui, me semble-t-il, est très productive quand on a ce genre d'échange. Et cela me mène au troisième point. Pour moi, la STAC est une association qui a compris les signes du temps. En effet, il ne s'agit plus de rivaliser entre rail et route. Je pense que ces luttes, ces guerres internes sont terminées. Il s'agit aujourd'hui de concilier les deux, trouver un terrain d'entente entre les deux, les combiner. Je sens que la STAG partage tout à fait ce point de vue. Je vois qu'ils veulent progresser avec l'électromobilité, l'hydrogène aussi est très poussé. Et je vois que vous êtes nombreux à vouloir aller de l'avant. Et la manière dont vous percevez le transport des marchandises est devenu pour moi aussi un modèle de pensée pour le transport des personnes. Donc, il ne s'agit pas de faire du pour ou du contre le rail ou la route, il s'agit de trouver les solutions les plus aptes aux besoins. Il faut trouver des solutions qui soient rapides, qui soient avantageuses du point de vue du coût et confortables. Bien sûr, je dois dire que j'aurais bien aimé avoir votre soutien pour cette votation sur la loi COD. Vous auriez été tout à fait bien placé, je pense, dans cette alliance. Nous avons par exemple les entrepreneurs, le TCS à bord, nous avons les cantons, les communes, l'association des banquiers, les techniciens du bâtiment. Ce n'est là qu'une liste tout sauf exhaustive et bien entendu, j'aurais bien aimé réserver une place à la STAG aussi. Maintenant, la situation est ce qu'elle est. Votre travail, mesdames, messieurs, est important pour notre pays, je tiens à le souligner. Et je vous apporte d'ailleurs les meilleurs vœux du Conseil fédéral et vous remercie très cordialement de votre salutation du valet qui est arrivé chez moi avant même que j'ai ouvert la bouche et dit un seul mot. Je vous en remercie. Que pensez-vous des progrès accomplis? Oui, alors tout d'abord, je trouve vraiment que cette branche a une approche très positive de ces problématiques, cherche à trouver des solutions. Et surtout, j'aime beaucoup votre approche de conciliation entre le rail et la route. Et bien entendu, si nous avons des possibilités de combiner, cela va tous nous avancer. Je partage tout à fait votre attitude. Je pense effectivement que nous avons de moins en moins de camions pollueurs sur les routes. Nous avons effectivement là accompli beaucoup de progrès et je salue surtout les efforts en termes de propulsion alternative de votre branche. C'est d'ailleurs un thème que nous avions aussi abordé à Winterthur avec M. Galliker. J'ai aussi été très
attentive à vos besoins, par exemple en termes de sécurité de planification. Si la loi sur le CO2 est approuvée, il y aura des objectifs de CO2, mais de toute façon, le tout est aligné sur l'Europe et cela vaudra la peine, évidemment, pour la branche, comme vous le savez d'ailleurs, parce que cela va favoriser la construction de véhicules plus efficaces et avec ces véhicules plus efficaces, on sera aussi plus économe. Merci. J'avais aussi fait allusion au renouvellement très rapide de notre flotte. Le pourcentage de véhicules beaucoup moins pollueurs est déjà très, très élevé. C'est une autre contribution à la protection de notre environnement. Et puis, Madame Simonetta, vous avez évoqué la comodalité, évidemment, un sujet très important dans notre branche, mais ce n'est pas possible partout. Cependant, lorsque c'est possible, nous le favorisons. Pour vous, à quoi ressemble la comodalité de l'avenir ou pouvez-vous nous donner quelques impulsions? Comment pouvons-nous améliorer cette comodalité grâce à des conditions cadres améliorées pour qu'elle devienne aussi plus attractive pour notre branche, cette comodalité? Eh bien, ces idées de combinaison, lesquelles de ces solutions sont les meilleures pour vos objectifs, vous permettent de remplir vos tâches qui sont tellement importantes? Ça, ce sont des choses qu'il faudra étudier. Le tout, évidemment, devra être compatible avec les attentes de la société et les besoins de l'environnement. Tout ceci, il faudra vraiment trouver un terrain d'entente. Il faudra voir ce qu'il vous faut pour pouvoir bien avancer sur les routes, donc les infrastructures qu'il vous faut routières, mais aussi les infrastructures ferroviaires qu'il vous faut pour pouvoir bien combiner les deux modes de transport. Ça, ce sont des thèmes que nous allons à l'avenir aussi discuter ensemble. Nous allons vraiment essayer de tout mettre en place pour que vous puissiez remplir votre tâche importante de manière compétitive, mais en même temps aussi en harmonie avec les attentes de la société et les besoins de l'environnement. La comodalité, vous, délégués et membres de la STAC, comprenez ce que cela veut dire. Et vous comprenez que nous n'allons pas miser seulement sur l'un ou l'autre mode de transport, mais vraiment essayer de trouver un modus vivendi le plus approprié pour les deux. Et nous pouvons ainsi développer ensemble, main dans la main, les transports du futur. Dernière question que j'aimerais vous poser de ma part. Et au sujet de ce qui soulève le plus d'émotions dans notre branche, à savoir les RPLP, qui depuis 20 ans suscite vraiment beaucoup de véhémence et d'émotion. Il y a maintenant une nouvelle voie que nous allons entamer dans les années à venir et à quoi va ressembler ce nouveau parcours. Eh bien, je suis contente que vous abordiez ce thème parce que ce nouveau développement de la RLPLP, le Conseil fédéral l'avait annoncé dans son récent rapport sur le transfert et nous en avons déjà discuté avec vous et je tiens à préciser d'emblée que nous sommes au début d'un processus. Ces adaptations, ces alignements ne peuvent pas se faire du jour au lendemain parce qu'il faut quand même une sécurité de planification et d'investissement que vous devez avoir. Donc, le cadre temporel doit être de 10 à 15 ans. En plus, il nous faut trouver une entente avec l'Union européenne. Nous sommes donc au début de ce processus. Mais la question qui se pose, c'est comment concevoir ce processus. Nous avons certaines idées. Nous allons évidemment intégrer certains acteurs d'entrée de jeu, comme vous l'aurez constaté, puisque l'ASTAG a été tout de suite consulté. Vous avez déjà pu vous prononcer. Et puis, ce développement futur de la RPLP, ça n'est pas une nouvelle invention. Nous avons un certain cadre, nous avons aussi un mandat dans notre constitution et c'est dans ce cadre que le tout devra se situer. Ce que nous pensons, c'est qu'il faut une nouvelle catégorie Euro 7.
Vous avez déjà pu vous exprimer, Monsieur le Président, à ce sujet. Là aussi, nous vous consultons. Tout ceci ne va pas simplement vous tomber du ciel. Donc, là aussi, c'est la discussion, l'entretien, l'échange, puis les propulsions alternatives que vous-même, d'ailleurs, favorisez beaucoup. Nous voulons les intégrer dans la RPLP. Et là, évidemment, il nous faut attention parce que d'un côté, vous et vos membres veulent investir dans ces propulsions alternatives, mais il faut aussi avoir une idée de ce qui se passera dans les années à venir. C'est pour cela que cette intégration doit se faire, ça c'est clair, mais quand viendra-t-elle et dans quel cadre de temps, ça, c'est encore à voir. C'est une question délicate aussi. Et nous voulons résoudre ce problème et surtout vous donner la possibilité d'investir. Nous voulons donner une certaine sécurité à vos membres qui ont déjà agi, mais en même temps, notre intérêt à tous, c'est que cette RPLP se développe de manière à ce qu'elle tienne la route à moyen et à long terme aussi. Donc, nous voulons atteindre les objectifs du transfert. Et puis, c'est un mandat du Parlement, mais le Conseil fédéral était d'accord aussi que les fourgonnettes, donc les VUL, les véhicules utilitaires légers, soient également intégrés, qu'ils soient eux aussi soumis à une redevance. Ceci, il faudra encore l'étudier et nous sommes là encore en train de vous consulter. Merci encore une fois. Nous acceptons volontiers cette invitation à un dialogue constructif. Merci. Maintenant, que Sylvain Eberhardt a demandé à poser une question. Tu as la parole. Madame la conseillère fédérale, il m'intéresserait de voir comment se présente la production des énergies alternatives, l'hydrogène et l'électricité. Comment est-ce que vous voyez cela pour notre branche? On parle aussi des centrales nucléaires et des déchets nucléaires. Il faudra se demander s'il y aura suffisamment d'énergie pour nous, puisque l'énergie hydraulique ou l'énergie solaire est assez rare. Merci de poser ces questions. Je vois que vous avez tous des fonds d'écran très intéressants. J'ai aussi essayé d'en avoir un, mais bon, plaisanterie mise à part. Voilà, la production d'hydrogène a un taux de conversion assez mauvais pour l'instant et il faut qu'on y travaille. Mais mon département ainsi que l'économie privée y travaillent avec acharnement pour essayer d'améliorer le degré d'efficacité. L'utilisation de l'hydrogène est importante là où on a un excédent d'énergie, mais il faut aussi qu'on essaye de faire avancer l'industrie solaire, c'est-à-dire l'énergie solaire avec la photovoltaïque, et nous allons devoir avoir du courant électrique. Souvent, on a du courant à la mauvaise saison, et c'est pour ça qu'il faut qu'on développe un certain nombre de technologies. Et au début de cette semaine, j'ai visité une installation à la vallée de la Limate, car on voit que les technologies sont déjà développées, mais il faut les utiliser pour qu'on puisse utiliser l'excédent d'énergie pour combler les lacunes, par exemple, de courant électrique en hiver, et peut combiner cela avec notre énergie hydraulique qui doit aussi être encore étendue. Et ce qui fait la force de l'énergie hydraulique, c'est justement le stockage. Et donc, il faut qu'on puisse combiner ça avec différentes formes d'énergie. Cette semaine, j'étais aussi chez Emma Energy Solutions. Peut-être que quelqu'un d'entre vous connaît cette entreprise à Zurich. 800 postes de travail et des ingénieurs qui travaillent au chauffage, au refroidissement et de pouvoir utiliser l'électricité, qu'on puisse l'utiliser de façon telle qu'on puisse utiliser toujours quand c'est le meilleur marché. Donc la production d'électricité a adopté des technologies favorables à l'environnement et il faut qu'on puisse combiner toutes ces énergies et pas devoir recourir à l'une ou à l'autre. Donc,
je me fais moins de soucis pour cela. Mon seul souci, et j'espère que le Parlement va, là je m'adresse au conseiller aux États Burkhardt, que va vraiment faire avancer les énergies renouvelables et que le Parlement va en délibérer. Et si nous pouvons avancer, alors là, nous pourrons également avancer avec l'énergie à hydrogène. Merci beaucoup, Madame la conseillère fédérale. Merci aux personnes qui ont posé des questions. On ne m'a pas annoncé d'autres questions et je viendrai donc à la conclusion de notre entretien. Madame la conseillère fédérale a un autre rendez-vous, donc nous voulons la libérer dans les temps et au nom de l'ASCA-STAG et de l'Assemblée des délégués, de remercier, chère Simonetta, d'avoir pris le temps de participer à notre assemblée et d'avoir répondu à nos questions. Malheureusement, nous ne pouvons pas offrir de cadeaux en présentiel puisque nous avons notre assemblée numérique, mais comme tu l'as dit, nous vous avons envoyé, et à toi aussi, un paquet valaisan, comme tu me l'as déjà dit, puisqu'on voulait faire notre assemblée des délégués à Valais, on aurait été ravis de t'y accueillir, mais les choses sont comme elles sont. Et donc, nous te souhaitons bon appétit et buvons à ta santé. Et nous nous réjouissons de notre future collaboration. Et entre-temps, nous te souhaitons le meilleur pour la suite. Merci, Madame la conseillère fédérale. Merci d'avoir été notre invitée. À vous aussi, je vous souhaite le meilleur. Nous en venons au point 8, un thème qui a déjà été évoqué, la politique climatique efficace. Merci, Monsieur le Président. Chers délégués, je suis très heureux de vous présenter cette résolution à l'adoption. Ça doit être le pendant du vote CO2. Nous voulons souligner par là à quel point nous sommes bons dans le domaine climatique et de l'environnement. Nous n'avons pas besoin de nous cacher. Cet instrument se prête très bien à améliorer l'image de notre branche à l'avenir. Ce que nous souhaitons avec cette révolution, quels sont les objectifs concrets? Ce sont les suivants. Jusqu'à 2030, nous souhaiterions diminuer de 50% les émissions par rapport à l'état en 1990. Et à long terme, il faudrait qu'il y ait une réduction significative des émissions. Ainsi, nous suivons exactement les objectifs politiques climatiques de la Suisse tels qu'ils ont été adoptés par le Conseil fédéral et le Parlement. Comment doit se présenter cette mise en œuvre? Contrairement à la loi CO2, il ne s'agit pas de prescription, mais de proposition. Il faut qu'on s'oblige de façon volontaire à se soumettre à certaines mesures, des mesures adéquates qui ont un bon rapport coût-utilité et qui sont efficaces là où chacun des entrepreneurs, disons, pense que c'est juste. Donc, c'est la responsabilité de chaque entreprise qui, si cette résolution est adoptée, est libre de choisir les mesures à mettre en œuvre. Néanmoins, dans une annexe à cette résolution, nous nous sommes permis d'élaborer un certain nombre de propositions et d'idées dans 5 domaines. Tout d'abord, dans le domaine de l'acquisition des véhicules. Là, le mot-clé, c'est les propositions alternatives et aussi par rapport à la consommation de carburant, les cours EcoDrive et les programmes QualiDrive sont très utiles pour économiser les carburants. Le troisième domaine, c'est l'exécution des ordres de transport. Si on peut, par exemple, optimiser la planification des trajets et puis pour essayer
de réaliser un certain nombre d'ordres et puis aussi évidemment des outils de planification numérique et il faut former les gens aussi en la matière. Quatrième domaine, c'est toutes les infrastructures d'une entreprise. Là, on va même plus loin avec des installations photovoltaïques et là, nous sommes tout à fait conscients que tous les membres n'auront pas toujours la possibilité de faire bouger quelque chose. Et cinquièmement, l'organisation générale de l'entreprise. Et là aussi, il s'agit de sensibiliser le personnel par rapport à l'environnement et au climat. La durée de vie de cette résolution est que si elle entre en vigueur le 1er juin de cette année, si la résolution est adoptée, et pendant 3 ans et demi, elle sera en cours jusqu'à fin 2024 avant que nous nous attachions à la prochaine Assemblée des délégués, c'est-à-dire en 2025, de réexaminer cette résolution. Et bien sûr, la direction est à disposition pour soutenir la mise en œuvre de cette résolution. Et nous espérons que cette aide sera utilisée si la résolution est adoptée. Et que la résolution sur la politique climatique puisse être approuvée. Le oui, vous le savez, manifeste votre approbation, le non, votre rejet de la résolution et nous allons maintenant voter. Damit ist diese Abstimmung beendet. Voilà, ce vote est donc terminé et nous revenons pour le... Il nous faut encore quelques secondes pour calculer la majorité des 2/3. J'en profite pour vous dire que si vous avez approuvé, ce qui me ferait plaisir évidemment, je pense que ce serait un effet très positif pour notre image et nous essayerions bien entendu de bien le faire entendre, de bien le faire couvrir par les médias. Voilà, nous avons 75 oui, 5 votes négatifs et 2 abstentions. La majorité des 2/3 a donc été largement atteinte et je vous remercie de votre soutien concernant cette résolution pour une politique climatique efficace. Et dans cet esprit, j'aimerais que nous levions tous le verre virtuel. J'espère que nous allons tous nous retrouver bientôt à l'automne lors d'une réunion que nous aimerions convoquer. J'espère que cela va marcher. Entre-temps, je vous souhaite une excellente santé, de bonnes affaires et je lève quand même mon verre à la STAC en remerciant tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette assemblée, à tous ceux qui y ont participé et un grand merci à tous ceux qui s'engagent en faveur de la STAC et de la meilleure branche qui soit, la nôtre, celle des transports routiers. Un grand merci à tout le monde. Je me réjouis de vous retrouver bientôt et je déclare maintenant cette Assemblée des délégués close avec un tonitruant à votre santé. Et en vous remerciant de votre attention.